Tachi Delek. Bonjour les amis, je suis Lama Knuzang, Pascal Trefingui. J'espère que vous allez bien, que tout roule pour vous. Aujourd'hui, on va plutôt voler, et voler peut-être beaucoup plus loin que vous pouvez imaginer. Comme vous le savez, des rapports récents font état de lumières inconnues dans le ciel au-dessus de la côte nord de Rio Grande do Sul, au Brésil, et de la côte de Santa Catarina. Ce sont deux États au sud, à la hauteur de l'Argentine, de Buenos Aires. Donc plutôt dans la partie froide du Brésil. Près de Curitiba, un ovni a été très amplement filmé, dont voici la vidéo. Cet ovni se serait écrasé dans la forêt, les pompiers sont venus, et ensuite l'armée a sécurisé le secteur, et on n'en sait pas plus. Donc l'affaire n'a pas connu plus de développement. Il semble que cet objet, d'après certains témoins oculaires, on a 2 témoins oculaires, ait été emporté par l'armée. Dans ce contexte-là, il est intéressant de comprendre et de se rappeler que le Brésil est le 3e pays au monde avec la plus forte incidence d'observation OVNI, juste derrière le Mexique et les États-Unis. Dans le pays, Rio Grande do Sul, donc au sud du Brésil, fait partie des 10 États brésiliens avec le plus grand nombre d'observations. On a des observations par moment toutes les semaines. Les résidents enregistrent très souvent des lumières inconnues dans le ciel, sur la côte balnéaire. Des photos circulent sur les réseaux sociaux. Des personnes font des vidéos, et il y a au moins 3 cas qui sont survenus à Rio Grande do Sul qui impliquent des ovnis et même des contacts avec des extraterrestres. Et ils marquent totalement l'histoire de l'ufologie du Brésil, en plus des affaires déjà connues comme celle de l'Amazonie, celle de Varginhas, celle de Goiás, etc. On a vraiment des cas ici au Brésil où sont documentés l'existence d'extraterrestres, l'existence d'engins et le fait que l'armée brésilienne ait un accord avec la NASA et que ces objets sont systématiquement emportés vers les États-Unis. En tout cas, c'était le cas jusque récemment. Peut-être la venue au pouvoir du président Lula aura changé des choses dans ce domaine-là. C'est une très bonne occasion pour revenir sur l'affaire d'Arthur Berlet, dont je vous ai déjà parlé. J'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne Pascal Trefingui OVNI. Qui est Arthur Berlet? Eh bien, il est un conducteur de tracteur et un photographe. Donc, c'était un homme plutôt intelligent, qui avait étudié, qui était un conducteur de machines agricoles. Donc, à l'époque, on est dans les années 50, il fallait être qualifié au Brésil pour manipuler ce genre d'engin. Il était aussi photographe itinérant professionnel. Et cet homme a été enlevé par une soucoupe volante le 14 mai 1958 et n'est réapparu que le 25 mai. À l'époque, l'affaire d'Arthur Berlet a été connue dans le monde entier, puisqu'il a fait des conférences absolument partout. Avec le recul, il est très intéressant de revenir sur le cas d'Arthur Berlet, surtout sur ce qui se passe en ce moment. Arthur Berlet, dans son voyage que je vous ai raconté vers la planète Akart, et les conditions dans lesquelles il a rencontré ces personnes, je vais vous remettre une petite vidéo à la suite pour vous rafraîchir la mémoire. Les habitants d'Akart ont dit: les humains font face à une trahison d'une partie de l'humanité qui est liée avec une race extraterrestre hostile, qui vit en partie sur Terre, et qui va pousser l'humanité à une guerre atomique pour son propre avantage. Donc, ces extraterrestres qui vivent sur Terre et dans le système solaire auraient donné le nucléaire aux êtres humains d'une façon un peu rocambolesque, c'est-à-dire en faisant cracher volontairement dans les pays dominants dans les années 40 la scène mondiale. Il y a eu des chutes au Japon, en Russie, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis. Et d'après les Akartiens, ceci aurait été volontaire, notamment pour doter l'humanité de 2 choses. 1, l'intelligence artificielle,
qui serait chargé d'amener l'humanité à sa propre ruine en exploitant les tensions religieuses et les tensions politiques avec un programme délirant de gouvernance mondiale, et d'autre part le nucléaire. L'objectif pour cette race extraterrestre serait de nous couper de Dieu, de nous couper de notre origine, et pour ce faire, de nous donner l'arme atomique, de nous donner l'intelligence artificielle, de nous donner de la technologie, nous faire rentrer dans un programme assez diabolique qui destinerait l'humanité à être totalement sous le contrôle de son intelligence artificielle à elle, de nanorobots, etc., complètement au service de cette race extraterrestre. Et lorsque Arthur Berlet demande à ces personnes de quoi il s'agit, bien, il raconte qu'ils ont eu connaissance de l'humanité parce qu'ils ont capté dans l'espace, à quelques millions d'années-lumière, des images qui montraient Adolf Hitler. Donc ils se sont intéressés à cette planète où il y avait cette espèce de psychopathe de la famille Rothschild vociférant. Et donc un de leurs savants a appris l'allemand. Il pouvait communiquer avec Arthur Berlet en allemand puisqu'il parlait parfaitement allemand. Il parlait d'ailleurs, je crois, 5 ou 6 langues. Dans ce contexte-là, ils ont dit Arthur Berlet, hélas, on a un principe, c'est de ne pas interférer dans la vie de l'humanité. On sait quel est leur plan. On sait que ça va échouer. On vous aidera, notamment vous les Brésiliens, parce que vous avez renoncé à l'arme atomique. Vous renoncerez à l'arme atomique, on sait que vous êtes un peuple paisible, vous avez un grand pays, et nous sommes 20 milliards sur notre planète, nos humanités sont compatibles, et en temps voulu, on vous aidera, notamment parce qu'on a une technique de dépollution du nucléaire. Alors en 1958, quand Arthur Berlet revient après 11 jours d'absence, et qu'il raconte tout ce qu'il a vu sur la planète à carte, la technologie qu'il y a, quand il parle d'intelligence artificielle, quand il parle de nanorobots, quand il parle d'énergie solaire, quand il parle d'un nombre invraisemblable de choses qui font notre quotidien, notamment de petites plaques de verre souples, dit-il, que les personnes portaient sur lesquelles s'affichaient les journaux et les messages. Il donne des descriptions qui sont absolument inconcevables à l'époque où il le fait. Bien entendu, à l'époque, on trouve ça un petit peu bizarre. Et il va donner des conférences et puis il va tomber dans l'oubli. Mais c'est une expérience qui l'aura beaucoup affecté. Son petit-fils a une chaîne au Brésil. L'affaire Berlet est ressortie il y a quelques mois. C'est pour ça que je vous en parle, parce que j'en ai pris connaissance dans le cadre d'un deuxième livre sur la question OVNI. Après mon premier livre, OVNI Crop Circle et Abduction, le gouvernement des États-Unis a-t-il trahi l'humanité en faveur d'une race extraterrestre hostile? Donc il est gratuit, vous pouvez me le demander ou le trouver sur Amazon. Et donc dans le cadre de ces recherches, je suis tombé sur le cas d'Arthur Berlet. La vidéo en quelques semaines a fait 3 millions de vues ici au Brésil, et le petit-fils d'Arthur Berlet s'est beaucoup exprimé sur cette question-là. Ce n'est pas le seul cas. Il y a aussi le cas Westendorf, dont j'aimerais vous parler et qui confirme des choses assez intéressantes. Le matin du 5 octobre 1996, lors d'un vol à bord de l'avion EMB 712 Tupi, l'homme d'affaires et pilote Oraldo Westendorf a observé un objet en forme de pyramide aux extrémités arrondies qui tournait sur lui-même sans émettre de son ni aucune sorte de fumée. L'incident s'est produit au-dessus de Lagoa dos Patos, près de Pelotas, et a duré environ 30 minutes. Le ciel était partiellement nuageux et selon le pilote, l'objet se déplaçait lentement vers l'océan Atlantique. Il s'en approcha à une distance d'environ 300 mètres et vit que le navire était composé de 8 côtés avec des saillies qui semblaient être des fenêtres. De là, par radio, Westendorf a contacté la station de l'aéroport de Pelotas et le centre de contrôle aérien de Curitiba. On est encore au sud du Brésil, près de Curitiba. Aucun n'a confirmé la présence de l'OVNI sur les radars. Mais Westendorf a ensuite commencé à faire le tour du navire, au fur et à mesure qu'il se déplaçait. Au deuxième tour, l'homme d'affaires rapporte que le dôme s'est ouvert et un objet en forme de disque est sorti verticalement, incliné à 45 degrés, s'est rapidement envolé vers la mer.
La soucoupe était 3 fois plus grosse que son avion. Le vaisseau a alors lâché des faisceaux rouges du dôme encore ouvert et a volé en grande vitesse, disparaissant dans le ciel. L'affaire a été racontée dans l'épisode Misterio no Seu de Pelotas dans la série Histoire extraordinaire sur SBS TV, une chaîne brésilienne. Un autre cas aussi, c'est le cas de Santo Angelo. Le 25 février 1997, à Santo Angelo, Vadan Polanski regardait la télévision avec sa famille lorsqu'elle a entendu un bruit qui ressemblait à celui d'un moteur de moto. Alors qu'elle franchissait la porte, Vanda tomba sur des boules de lumière rougeâtre qui s'élevaient dans le ciel et disparaissaient. La famille Porazzi, voisine de Vanda, a également confirmé les mêmes bruits. Les Porazzi ont vu un fort flash qui a conduit au phénomène vu par Vanda. 5 personnes ont été témoins de la scène. Les habitants de la côte nord de Curitiba cherchent des réponses aux lumières inconnues et aux symboles trouvés sur la plage parce que, à ce moment-là, de mystérieux symboles de type crop circles mais sur le sable sont apparus sur la plage. Les experts soulignent qu'ils pourraient être les lumières inconnues vues par les habitants qui auraient fait ces dessins. Des photos ont été prises sans que leur signification puisse être interprétée. 2 nuits plus tard, vers 22 h, les mêmes sons furent à nouveau entendus par la famille Porazzi. Et le lendemain matin, la récolte de maïs présentait des zones bosselées, c'est-à-dire des crop circles, mais cette fois-ci dans le corn, des corn circles. La récolte de maïs donc était en partie endommagée et on a découvert une zone de 300 mètres de plantation qui était écrasée en forme circulaire, exactement dans le type des crop circles que nous connaissons en Grande-Bretagne. En mars de la même année, des ufologues étaient sur place et ont découvert que le champ de maïs avait évidemment souffert d'un écrasement avec des branches cassées, des branches tordues, de l'herbe écrasée et des empreintes de 3 doigts très curieux avec une égratignure, une sorte de sillon sur le dos de ces 3 doigts. On a retrouvé des coléoptères et des papillons morts sur tout le site et l'histoire, évidemment, a fait la une des journaux. Des investigations ont été faites et on a trouvé qu'il y avait une brûlure avec des micro-ondes qui étaient visibles sur le maïs et à proximité. Donc, il y a plein d'autres cas comme ça documentés au Brésil. Ce qui est très intéressant dans l'histoire d'Arthur Berlet, c'est que les habitants de la planète Akars, qui sont 20 milliards sur leur planète, ils situent exactement où elle est. Les investigations du télescope en orbite ont confirmé qu'il y avait d'autres planètes habitables, notamment dans la zone qui avait été indiquée par Berlet. Donc il semble bien que notre planète est un jumeau avec une humanité, que cette humanité est décidée à nous aider. Dans ce contexte-là, il faut faire très attention et on en parlera demain en live, puisque on voit de plus en plus apparaître une falsification du livre de la Genèse avec de soi-disant tablettes sumériennes invoquées par Zecharia Sitchin et repliées par Anton Parks, mais dont on n'a jamais vu, jamais au grand jamais, la moindre photographie. Or, ce Zecharia Sitchin, qui était un membre du KGB, qui était un savant russe, on le retrouve après la chute du mur de Berlin au service de la couronne britannique, de l'Angleterre. On a une vidéo de lui dans une loge maçonnique. Et je ne vous cache pas qu'il y a un programme, le programme qui s'appelle Bluebeam. C'est un programme qui veut faire croire à l'humanité qu'elle est d'origine extraterrestre, que ceux qu'on considérait comme les dieux ou Dieu, ce sont en réalité des extraterrestres et que les êtres humains seraient le fruit d'une manipulation génétique. En tout cas, cette divagation mentale est typique des Amorites. C'est une façon, d'une certaine manière, de cacher la thématique des anges déchus. Donc, on remplace les anges déchus par des extraterrestres. Ces extraterrestres ne sont pas des anges déchus qui ont mis l'humanité dans l'ornière,
mais ce sont de gentils extraterrestres qui sont venus faire muter génétiquement l'humanité, qui sans ça seraient restés de véritables animaux. Vous avez vu que Jean-Marc Deparnay, qui n'en rate jamais une d'ailleurs, parce que c'est un luciférien, donc un sataniste, et un satanique, a repris toute cette thématique avec des techniques d'hypnose régressive de Nathalie Knepper et les divagations mentales d'Anton Parks. J'ai fait quelques vidéos sur les Anunnaki, sur toutes ces histoires en 2019 et 2020. J'en avais fait une notamment avec Nicolas, pour expliquer qu'en réalité, la stratégie actuelle de destruction de l'abrahamisme, c'est nous faire croire que la Bible serait une mauvaise version des livres sumériens, qui auraient une falsification et que l'histoire de l'humanité est tout autre. Nous aurions été des animaux et notre évolution aurait été aidée par de gentils extraterrestres. En réalité, il n'en est rien. Le livre de la Genèse, il est clair. Il y a bien des messagers qui viennent du ciel. Certains étaient susceptibles de nous aider, étaient venus pour nous aider. Ce sont des anges ou des messagers, mais certains, alors qu'ils avaient revêtu une apparence humaine, ont décidé de partir à la chasse à la foufoune, pour parler autrement, et ont commencé à avoir des rapports sexuels avec les femmes caïnites, c'est-à-dire les femmes de l'humanité de groupe B, sanguin B. Et en sont nés toutes sortes de monstres, monstrueux, dont ces fameux Amorites, avec cette spécificité, c'est que les Amorites sont atteints de troubles psychiatriques graves, ils sont complètement mythomanes, ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas de spiritualité, donc ils sont complètement mythomanes et ils sont comme un organisme parasite qui copie le milieu dans lequel il est. Mais une fois fait, par mimétisme, ils montrent véritablement leur véritable nature de parasites, où ils essayent de prendre le pouvoir, on le voit actuellement avec ce qui se passe au Moyen-Orient, ils essayent de prendre le pouvoir où qu'ils sont, maintenant au niveau global, et au final, leur intention est totalement génocidaire, c'est-à-dire c'est une race qui a décidé de mettre fin à l'humanité adamique. Donc dans ce contexte, savoir que les Akartiens connaissent très bien nos problématiques, notamment avec les gris, et que les Akartiens connaissent notre histoire et sont destinés et sont décidés à nous aider, qui sont biologiquement compatibles avec nous, qui sont une sorte d'humanité bis. Jésus ne disait-il pas, il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon père, ou il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il semble que l'humanité a des résidences principales et secondaires. Et dans ce contexte-là, savoir que ces fameux Akartiens sont en mesure de nous aider à un moment critique qui nous oppose à cette humanité rebelle, à ces lucifériens sataniques, et derrière les petits gris, avec leur intelligence artificielle, le nucléaire, avec leur volonté de briser nos religions et de briser nos dynamiques politiques pour asservir l'humanité. Et c'est très intéressant, puisqu'il y a quelques années est sortie une soi-disant interrogation d'un extraterrestre gris, par la CIA, ou la NASA, ou le FBI, je ne sais pas exactement. À la fin, on voit la soucoupe s'envoler. Évidemment, c'est un montage assez grossier, d'ailleurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'extraterrestre dit aux humains, on est vous dans le futur, on a fait un mauvais usage du nucléaire et de l'intelligence artificielle parce que on n'a pas su mettre fin aux religions et on n'a pas coupé le lien entre la religion et la politique. Et ça, l'idée qu'il faut séparer l'Église et l'État, l'idée que l'État ne doit pas avoir de morale, l'idée que la technologie, notamment nucléaire, et l'intelligence artificielle sont une solution à tous nos problèmes, on voit bien quelle est l'intention derrière. L'intention, c'est de nous vendre une fausse histoire, et comme d'habitude, Jean-Marc Deparnay nous vend une fausse histoire. Cette fois-ci, peut-être, il va vous vendre des crypto-monnaies extraterrestres, hein, il va vous vendre des crypto-monnaies d'Anunnaki, pourquoi pas, ou peut-être un éco-village sur la planète Anunnaki, hein, à moins qu'il vous vende de la médecine Anunnaki. Évidemment, on s'est amusé à aller sur son live, on y va systématiquement, parce que c'est une personne qui a menacé, y compris de mort moi-même, 14 menaces de mort, qui a fait des procès ou qui menace de faire des procès, qui est très excité, on doit le dire,
pour offenser tout le monde, qui s'est auto-proclamé arletteur, parce qu'il n'y a pas d'autre mot en ce qui le concerne, jusqu'à ce qu'on découvre, grâce au Mossad League et à Panamza, qu'il était un agent protégé par l'État d'Israël pour faire de l'ambiancement en faveur de l'extrême droite, pour faire monter l'islamophobie, l'antisémitisme et la judéophobie en France, et raconter tout un délire et discréditer toute critique sur les vaccins, sur le système, etc. Donc c'est de la fausse résistance. On utilise des imbéciles en mal de célébrité qui ne sont pas assez intelligents pour découvrir la vérité, mais pas trop bêtes pour pouvoir avoir un minimum de crédibilité, et surtout, tout ça s'appuie sur un credo typiquement luciférien, qui est celui de la Lucifer Trust, c'est-à-dire l'organisme, la pseudo-religion au cœur de l'ONU, qui donne ses directives pour la création d'une religion mondiale unique qui abolirait toutes les traditions. Donc on est véritablement à la fin des temps avec cette falsification sur la question extraterrestre, et bien entendu, on va trouver les grenouilles de service, les jabulons de service qui vont croasser toutes sortes d'imbécilités. En réalité, derrière ce que dit Anton Parks, il n'y a aucun fait. Il raconte des histoires comme le ferait n'importe quel romancier, ça ne s'appuie sur aucun document d'archéologie, quel qu'il soit. Nathalie Knepper, ses hypnoses régressives, c'est que de l'hypnose, avec son côté suggestif. Est-ce que c'est pas elle, finalement, qui est suggestif avec ses propres problématiques, ses victimes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est ce qu'on appelle le syndrome des mémoires inventées, quand en plus, derrière, il y a tout ce New Age, avec toutes ces histoires à dormir debout, de maîtres ascensionnés, de karma, de réincarnation, etc. Tout ça n'a rien à voir avec le bouddhisme et l'hindouisme, c'est une falsification qui a été commise pour la couronne britannique par un agent secret de la couronne britannique, qui était Elena Petrovna Blavatsky, qui était une juive ukrainienne apostate, pédophile, toxicomane, qui avait appris la magie noire en pratiquant la nécrophilie et la nécromancie dans les cimetières du Caire, où on l'avait contre-initié à la magie noire babylonienne. On est vraiment dans le fond du panier, mais enfin, après tout, quand on se choisit un maître spirituel, ou soi-disant spirituel, qui est un joueur de piano, de pizzeria, de club méditerranéen, il faut pas s'attendre véritablement à avoir de la qualité. Par contre, au niveau quantité, le nombre d'imbécilités qui ont été débitées dans ce live, soi-disant spirituel, en plus, il y a le mec qui vend de la spiritualité, mais il n'y a pas un échantillon de spiritualité sur lui. Ce qu'il vend, c'est du spiritualisme de mauvaise facture pour vraiment... On est vraiment dans la queue de la comète du complotisme, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le minimum de tenue intellectuelle et d'humour de Dieudonné. On est vraiment dans du complotisme de bistrot. Voilà. Alors je vous laisse voir ce qu'il y a à la suite, j'espère que ça va vous intéresser. Et puis de savoir qu'on a une humanité sœur, et d'ailleurs nos écritures nous disent qu'on aura une aide céleste, et pourquoi pas celle-ci? En tout cas, c'est la question que je vous pose aujourd'hui.
voulez en savoir plus, vous voulez percer les secrets des mégalithes, des églises, des temples, les secrets de la franc-maçonnerie, la vraie, pas la luciférienne. Vous voulez savoir pourquoi ici, dans notre éco-village, il y a un choix qui a été fait avec des habitats en fer, quelles sont les conséquences et pourquoi ils ont été mis à la terre. Parce qu'en réalité, quand on construit sa maison, il y a une chose dont on doit se préoccuper, c'est le rapport au ciel et le rapport à la terre. Exactement, le rapport à la terre, c'est le rapport à l'eau, le shui, et le rapport au ciel, c'est le rapport à l'air, le feng. On revient toujours sur des histoires de feng shui, vous verrez que c'est assez simple à comprendre, c'est très caché, ça s'appelle le Royal Horse, l'art royal, et que finalement, c'est pas aussi chinois qu'on le croirait au premier abord. Mas quando ele reapareceu, voltou contando uma história incrível de que havia sido levado para outro planeta e lá teria visto coisas tão impressionantes e tantos avanços na ciência e tecnologia que era difícil para as pessoas da época compreenderem. Arthur Berletti revelou informações que apenas com o evento da corrida espacial, ou só atualmente no século XXI, quase 70 anos mais tarde, é que começamos a entender melhor. Como a existência do silício monocristalino para a produção de painéis solares, o satélite artificial, as chamadas de vídeo pelo telefone, invenções ou descobertas desconhecidas ou ainda em desenvolvimento naquele período. Ele também afirmou que a Terra era azul. Isso 3 anos antes do primeiro ser humano, um cosmonauta, viajar no espaço e constatar a mesma coisa. Olá, amigos da história! Se ainda não temos uma comprovação científica da existência de vida inteligente fora da Terra e muitos duvidam dos avistamentos de naves alienígenas e de contatos com seres extraterrestres ou interdimensionais, é no mínimo intrigante o relato da suposta abdução de Arthur Berletti, contada por ele mesmo nesse livro em 1958, intitulado Os Discos Voadores, da utopia à realidade, narrativa de uma real viagem a outro planeta. O caso é mais impressionante ainda se levarmos em conta o contexto em que ele vivia e a pouca educação formal que possuía. Morador de Sarandi, no Rio Grande do Sul, e igual a muitos outros gaúchos, Arthur Berletti era descendente de alemães e aprendeu o idioma estrangeiro na infância em casa, o que seria muito útil, como veremos mais tarde. A profissão de tratorista não era a única que ele exercia e, ao mesmo tempo, também tentava a vida como fotógrafo ambulante. Naquele período, era comum percorrer o interior indo de casa em casa para tirar aqueles retratos de famílias posando, especialmente das crianças. Essas fotos depois eram pintadas, retocadas à mão num quadro. Naquele dia 14 de maio, Arthur Berletti retornou a algumas casas da zona rural para entregar as fotografias já prontas e receber os pagamentos. Mas ele acabou perdendo o horário do ônibus na volta para a cidade e resolveu fazer a pé o caminho de 18 quilômetros da localidade chamada Natalino, onde ele estava, até Sarandi. Eram 7 da noite, já estava escuro quando Arthur Berletti viu uma luz brilhando no mato à beira da estrada de terra. Acreditando numa lenda popular na região, ele achou que podia ser um sinal de que ali havia ouro enterrado, dos antigos maragatos, ainda da época da Revolução Federalista, um conflito entre os republicanos no sul do país que ocorreu no fim do século XIX. Tomado pela curiosidade, o homem então pulou uma cerca de arame farpado e avistou um objeto redondo e luminoso, com mais ou menos 30 metros de diâmetro, e resolveu se aproximar ainda mais para entender o que era aquilo. Foi aí que surgiram 2 vultos e um jato de luz forte acertou o tratorista. Foi a última coisa que ele viu antes de apagar, pois desmaiou na hora. Quando abriu os olhos, já se encontrava dentro de uma nave,
deitado, num ambiente que ele comparou inicialmente a uma sala de hospital. Depois pensou estar a bordo de um navio. Havia várias pessoas ao redor, exatamente iguais aos seres humanos, mas ninguém parecia prestar muita atenção nele. Só depois é que ele foi conduzido por alguns corredores, por câmaras, pequenas salas e por várias portas até o lado de fora, quando pisou em terra firme numa cidade completamente desconhecida e diferente de tudo que ele havia visto antes. De prédios altos com muita claridade, em que as paredes externas tinham luz própria, as ruas que eram estreitas e lotadas de gente para lá e para cá, e acima deles, veículos voadores transportavam mais gente ainda. Se sentindo mal e se adaptando aos poucos a uma outra gravidade, Berlete descreveu: "Tive a impressão de que havia perdido metade do meu peso e ao mesmo tempo de que meus ombros haviam aumentado de volume." A partir daí, o tratorista narra como foi recebido por várias pessoas reunidas que falavam uma língua estranha e que pareciam discutir entre elas o que fazer com ele. Berlete tentou se comunicar em português, mas foi só quando lembrou de falar em alemão que conseguiu alguém para conversar, porém em outra cidade, para onde foi levado em seguida. Foi assim que ele descobriu que estava no planeta Acarte, a cerca de 65 milhões de quilômetros de distância da Terra, e passou a descrever então os sucessivos passeios, viagens e visitas que fez enquanto foi hóspede do único habitante daquele mundo que havia aprendido o idioma da Alemanha. O anfitrião era uma pessoa culta e importante naquela sociedade e tinha autorização do governo para guiar o terráqueo naquele planeta. Ele morava com a família num apartamento em que a varanda servia de estacionamento para o veículo, um tipo de carro particular voador movido a energia solar. Aliás, como tudo em Acarte, onde a principal fonte de energia era o Sol. Como podemos ver nesse diálogo do livro, iniciado com uma pergunta de Berlete: "Como que é movido o motor deste aparelho?" Virando-se para mim, respondeu o extraterrestre: "Com energia solar." Energia solar? Mas que força motriz vem a ser esta? E aí foi o acartiano que perguntou: "Mas ainda não conhecem na Terra?" E Berlete respondeu: "Bem, eu nunca ouvi falar. Talvez haja alguém que a conheça, pois ultimamente os nossos cientistas têm descoberto muita coisa, mas para a maioria de nós terrícolas, permanecem incógnitas as descobertas." Só que apesar de desconhecida para o tratorista, a invenção da primeira célula fotovoltaica de selênio, capaz de conduzir eletricidade quando exposta à luz solar, foi do inventor norte-americano Charles Fritts em 1883. Várias décadas depois, um material fotocondutor mais robusto foi identificado, e as células solares, como a gente conhece hoje, são feitas de silício. Já a água do planeta Acarte pareceu estranha para o Arthur Berlete. Muito leve, tão leve quanto um gás. Ele bebia quase 1 litro para passar a sede, e o banho não parecia molhar de verdade. O terráqueo também achou muita graça das roupas que lhe deram para vestir e se comparou a um palhaço quando teve que calçar estranhos sapatos, mas bastante confortáveis, e pareciam feitos de tecido ou de um tipo de couro esquisito com um bico mais largo e solados com molas que amorteciam os passos no contato com o chão. Uma descrição que nos leva imediatamente a pensar nos tênis de mola de hoje em dia. Por onde passava, ele fazia muitas perguntas e recebia muitas explicações técnicas sobre as maravilhas daquele admirável mundo novo. Mas como nem sempre entendia, confessou no livro que às vezes também não prestava muita atenção. Mas com a ajuda do intérprete, ele descobriu, por exemplo, que os acartianos tinham aparelhos capazes de tirar a foto da cabeça de um prego no planeta Terra a centenas de quilômetros de distância, e que eles também acompanhavam as transmissões de rádio e de TV dos terráqueos, e foi assim que aprenderam alguns dos nossos idiomas. Acontece que o primeiro satélite artificial da humanidade
foi o Sputnik, que havia sido lançado pelos soviéticos poucos meses antes, em 1957. Então era uma grande novidade naquele momento. O brasileiro ainda ficou espantado ao ver um casal de Akart, marido e mulher, conversarem pela televisão. E ficou mais surpreso ainda quando foi informado que aquele aparelho, na verdade, era um telefone, e o que ele viu foi uma videochamada. Ele ainda seria apresentado a outros tipos de transporte, como um trem de levitação magnética e a grandes máquinas e várias estruturas e tecnologias que não conseguia compreender direito, além de armas solares que soltavam raios letais e até mesmo um certo aparelho neutralizador de visão, que quando era ligado ao redor de uma nave impedia que ela e os tripulantes fossem vistos. Nesse ponto, Arthur Berletti foi informado que a abdução dele foi um acidente. Pelas regras dos acartianos, eles nunca deveriam interagir com os terráqueos, não deveriam ser vistos e nem ameaçar ninguém da Terra. Disseram que faziam muitas viagens ao nosso planeta e naquela noite em que encontraram o homem, estavam coletando sementes de trigo, que eles já tentavam cultivar em Akart sem sucesso nenhum até aquele momento. E contaram também que no planeta deles até havia uma espécie de grão de trigo, mas que tinha um sabor muito ruim. Então, como foram flagrados por Arthur Berletti, que o comandante da nave confundiu com um agricultor e julgou que entendesse de plantação, eles acabaram levando o tratorista para servir como uma espécie de consultor. Realmente, Berletti observou mesmo que a comida de Akart não era saborosa, só gostou um pouco da carne de gado, que aliás ele viu de perto, e achou que os animais eram imensos. Também percebeu que os dias eram bem mais longos que na Terra e que o clima talvez não favorecesse o cultivo do nosso trigo por lá. Além disso, Akart era superpopuloso. Já quase não havia espaço para acomodar os 20 bilhões de habitantes e os recursos poderiam ficar logo escassos. Os acartianos não esconderam de Berletti um certo interesse em ocupar a nossa terra, mas não em invadir. A intenção deles, por mais sinistro que isso possa parecer, seria esperar que a humanidade se aniquilasse em guerras. Eles reverteriam, então, os efeitos da radiação nuclear e se apossariam do planeta. Quando teve permissão para voltar para casa, o terráqueo foi novamente conduzido na mesma nave em que veio e foi mantido dormindo a maior parte do tempo, para não sofrer os efeitos das grandes velocidades e as zonas de turbulência magnética, como explicaram os acartianos. E nas 36 horas de viagem, ainda teve uma parada numa estação espacial orbital ali próxima a Akart. Finalmente, quando se aproximavam da Terra e da Lua, Berletti pôde ver o nosso planeta do espaço e o descreveu assim. A Terra, esta sim, era um espetáculo à parte. Eu via de 1 metro de tamanho, mas novamente com claridade só uma pequena parte, quase no lado oposto em que se encontrava a Lua. Notei isto sim que na América do Sul naquela hora era noite, pois na parte clara eu vi uma parte de um mar e uma mescla de continentes ou ilhas que não consegui descobrir quais eram. Ela emitia 5 cores. A primeira, esta tenho certeza, era azul. Emitia pela parte clara o dia. A segunda, a parte escura, uma mistura de preto com azul. A terceira era uma espécie de cinturão existente ao redor da Terra, tanto na parte escura como na parte clara, estando esta, entre as cores, parecida com azul também para mim. Berletti concluiu essa descrição falando de luzes que formavam um tipo de arco-íris nos polos. Mas acontece que somente 3 anos depois disso, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin seria o primeiro homem a viajar pelo espaço, em 12 de abril de 1961, a bordo da Vostok 1, num voo de 1 hora e 46 minutos em que deu uma volta ao redor do planeta, quando admirado informaria para a humanidade pelo rádio a famosa frase: "Eu vejo a Terra e ela é azul".
Essa mensagem com certeza não surpreendeu um humilde tratorista gaúcho que, antes de retornar da sua alegada aventura pelo espaço, teria sido aconselhado pelos acartianos a escrever um livro contando tudo o que viu. Pois mesmo que ninguém acreditasse nele naquela época, no futuro, disseram, algumas décadas depois as pessoas começariam a entender. Berlete voltou para casa depois de 8 dias desaparecido, muito abalado, confuso, trancou-se num quarto e começou a escrever e a desenhar sem parar num caderno tudo o que ele lembrava. No começo até tentou esconder, só que esse caso de abdução acabaria famoso no mundo inteiro. O livro foi editado em alemão e até em finlandês. O tratorista e pai de família foi chamado até mesmo para a Alemanha para contar essa história. Mas ele morreria pobre, como sempre foi, e também seria motivo de chacota e sofreria bastante com isso. Mas continuou a repetir esses mesmos relatos, sem alterar uma vírgula até o fim da vida. Gostou deste vídeo? Deixe um like e se inscreva no canal para conferir outras coisas.種の上一切空真実不幸公説般若波羅蜜多収束説収圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボチソアカ般若心経
行ね半三で小仏へ般若波羅蜜多高徳はのくたら三年三の大高地般若波羅蜜多税大人修税大行修税大行修税無等の修道場一切空真実不公公説般若波羅蜜多収束説収圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテ文字ソアカ般若心Bon, après 5 kilomètres, voilà la planète à carte. Non, c'est pas celle-là, c'est une autre, mais laissez-moi revoir un petit peu, et puis on va en parler.